Le risque d'accroissement des inégalités posées par le changement climatique est double. D'une part, ce sont les individus et les pays les plus pauvres qui sont le plus impactés, proportionnellement, par les conséquences déjà visibles du changement climatique, comme c'est du reste le cas, malheureusement, dans la plupart des crises. D'autre part, les politiques dites de décarbonisation, notamment la taxe carbone, mais aussi des mécanismes équivalents, font là aussi peser un effort disproportionné sur les plus défavorisés. Les solutions de développement durable sont aujourd'hui non seulement souvent plus chères, mais elles peuvent être aussi restrictives. Prenons moins la voiture, mangeons moins de viande, limitons le visionnage et le stockage de vidéos. Là encore, ceux qui n'ont pas les moyens d'accès à des alternatives sont les plus affectés. Tous ces effets sont ce qu'on appelle régressifs, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte les moyens financiers des agents économiques. La solution la plus souvent évoquée est la mise en œuvre de mesures compensatoires pour précisément réduire l'impact de la décarbonisation sur les plus modestes. Et il y a urgence parce que, alors déjà connu de forts mouvements sociaux, alors même que les taxes mises en place étaient bien inférieures à celles qui seraient nécessaires pour avoir une chance d'atteindre la neutralité carbone. Mais c'est une tâche difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons tous, riches ou pauvres, des comportements différents face aux taxes et aux incitations en général, comme le soulignent les économistes dits behavioristes, ceux qui précisément modélisent le comportement humain. Ce qu'ils montrent, c'est que pour tenir compte de cette hétérogénéité, il faut à la fois taxer les consommations polluantes et en même temps subventionner les consommations dites vertueuses. Et donc, par exemple, la taxe carbone devrait être systématiquement accompagnée de subventions aux panneaux solaires. Pour les plus défavorisés, on peut aussi tenter de remplacer le plus possible les taxes par des incitations non financières, ce qu'on appelle des nudges. Par exemple, plutôt que de taxer la consommation de viande rouge, on pourrait exiger que les emballages alertent les consommateurs sur les risques pour la santé, comme on le fait depuis longtemps pour le tabac. Dans tous les cas, les politiques sociales ne doivent pas trop s'opposer à ce que l'on appelle le signal-prix, c'est-à-dire l'efficacité des politiques environnementales par l'internalisation des externalités climatiques dans les prix de marché. Car il s'agit bien de cela, internaliser dans les prix les dommages causés à l'ensemble de la communauté. La question du ciblage en particulier est très aiguë. Par exemple, comment détermine-t-on qu'un actif a un besoin impératif de sa voiture pour exercer sa profession? C'est un problème d'organisation des données publiques, d'usage généralisé du big data par les administrations, qui devient de plus en plus un sujet d'investissement majeur. Mais le ciblage a aussi une dimension fortement temporelle. Si un ménage a déjà adopté des équipements moins polluants avant même l'introduction d'une subvention, se trouve pénalisé. Il ne va pas recevoir cette subvention. De même, un pays émergent qui pollue peut-être plus qu'un pays développé, mais depuis beaucoup moins longtemps, sera pénalisé par les mécanismes actuels de répartition des efforts entre pays. Là aussi, on pourrait imaginer des solutions d'aide aux pays pauvres, en contrepartie d'un engagement sérieux vers la décarbonisation, mais un engagement soutenable par ces pays, donc réaliste et équitable. En dépit de toutes ces solutions possibles, la relation entre réduction des inégalités et lutte contre le changement climatique, malheureusement, risque d'être conflictuelle pour encore longtemps.